francuski filozof, matematičar, komunista, dramski pisac i romansijer, mislilac je svetskog renomea. Njegov filozofski opus raznovrstan je baš kao i njegova politička delatnost. Neki će reći da je njegovo mišljenje reinterpretacija platonizma, međutim mnoštvo savremenih događaja o kojima piše, kao i žestoka borba za sopstvene ideje, čine ga modernom, renesansnom ličnošću. Rođen 1937. u građanskoj porodici u Maroku, od oca će naslediti ljubav prema matematici, a od majke prema književnosti. Završio je studije filozofije na École Normale Supérieure u Parizu, gde postaje profesor. 1964. objavljuje svoj prvi naslov, roman Almagest, a 1969. prvu teorijsku studiju Koncept modela. Slede filozofski naslovi. Može li se misliti politika? Teorija subjekta, biće i događaj. Filozofski manifest. Platonova republika. Sveti Pavle. Pregled metapolitike. Logike svetova. Pohvala ljubavi. Komunistička hipoteza. Kao i brojna prozna dela. Njegov život obeležila su raznovrsna politička, umetnička i filozofska iskustva 20. veka. J'aimerais commencer cet entretien par la question pas très originale, mais une question très utile sur votre parcours politique, intellectuel et surtout philosophique des années 60 et 70 jusqu'à nos jours. C'est-à-dire parler des événements qui vont influencer et en quelque sorte former. Écoutez, je crois que si on remonte aux années 60, du côté des événements, le plus important pour moi était la guerre d'Algérie, la guerre coloniale d'Algérie, qui a quand même bouleversé la jeunesse de cette époque-là. Et l'événement intellectuel le plus important pour moi, c'était l'existentialisme de Sartre. Donc je commence assez classiquement, d'une part en tant qu'engagé contre la guerre coloniale, donc contre la guerre d'Algérie, et très engagé comme philosophe sartrien. Ça, on voit très bien là, la liaison aussi entre l'événement et la pensée, puisque Sartre lui-même a été très engagé contre la guerre d'Algérie. Donc j'avais l'impression d'être un disciple. Ensuite, la deuxième étape, je pense, c'est quand se développe, je suis plus âgé, je suis entré à l'école normale supérieure, je suis aussi plus stabilisé politiquement, plutôt du côté social-démocrate à cette époque, social-démocrate de gauche, disons, toujours, si ça existe, toujours de gauche. Si ça existe. Et je subis évidemment l'influence du mouvement qui a été appelé structuraliste. Après s'ouvre une longue période strictement politique, pratiquement, qui est ouverte par mai 68 en France. À ce moment-là, je m'engage de façon résolue dans l'extrême gauche de l'époque, le maoïsme, etc. Et ce que j'apprends là, dans ce moment-là, est resté précieux. Ce sont deux choses. Premièrement, qu'un événement peut changer votre vie. Voilà, ça c'est une chose très simple, mais que seules les révolutions ou les passions amoureuses peuvent nous apprendre. Que quelque chose qui arrive peut vraiment changer votre vie. Et donc j'aurai aussi ça un peu comme fil conducteur, c'est-à-dire quel est le rapport entre événement et sujet, comment l'événement peut transformer ou créer même une subjectivité. Et la deuxième chose que j'apprends, c'est la variété du monde, parce que dans cette époque-là, je cesse d'être uniquement un intellectuel et un professeur, je vais dans les quartiers populaires, je distribue des tracts dans les usines. Vous êtes un militant. Je suis un militant, et un militant vraiment actif au sens où il est lié à des tas de gens que je ne connaissais pas avant. Au terme de tout ça, je vais réouvrir le chantier philosophique, avec au fond deux objectifs, je pense, philosophiques, assez simples. Premièrement, celui que je vous ai déjà dit, réconcilier les avancées formelles de la science, de la logique et d'une manière générale de la pensée conceptuelle, et d'un autre côté conserver cependant l'énergie et le caractère essentiel de la catégorie de sujet tel que je l'ai hérité de Sartre.
Je suis donc, si vous voulez, un existentialiste formaliste, voilà, quelque chose comme ça. Et ma philosophie va se développer alors à partir de là. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que j'ai décidé de rester fidèle quand même aux orientations politiques les plus importantes de l'époque antérieure, contrairement à beaucoup d'autres qui se sont ralliés finalement au monde comme il était. On trouvait que finalement le capitalisme c'était pas plus mal qu'autre chose, etc. Je suis resté... alors on peut employer le mot qu'on veut, communiste, révolutionnaire, d'extrême gauche, etc. Je suis resté de ce côté-là. C'est intéressant parce que le monde a beaucoup changé depuis. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous êtes resté fidèle à l'idée de la révolution. Quand vous défendez cette idée, est-ce que vous la défendez à travers la figure de Saint Paul, donc d'une révolution intérieure qu'il a subie, ou bien c'est une révolution sociale extérieure? Écoutez, je pense qu'au point où nous en sommes aujourd'hui, il est très difficile, c'est ça le problème, de distinguer entre les deux. Parce que je ne vois pas comment une révolution sociale ou politique, au sens ordinaire du terme, c'est-à-dire la prise du pouvoir d'État, malgré tout, pour être très précis. Révolution, ça a voulu dire les forces révolutionnaires s'emparent du pouvoir d'État et chassent les possédants, etc., de cet État. Je ne vois pas... Nous avons un bilan là-dessus. Nous avons derrière nous, quand même, l'Union soviétique, la Chine de Mao, etc. Et nous savons que ceci ne résout pas vraiment le problème de l'émancipation, que ces États ont été largement des États terroristes, despotiques, et aussi, à certains égards, impuissants, puisqu'ils ont été vaincus, ils ont disparu. Donc nous devons faire le bilan de tout ça, et on arrivera toujours au point que, sans une subjectivité, à la fois individuelle et collective, qui est transformée et qui est en quelque sorte liée à cette entreprise, on n'aura pas non plus la révolution politique et sociale. Et donc je pense que transformer la subjectivité, à travers, y compris la philosophie, mais aussi l'activité artistique, en réalité, et beaucoup d'autres choses, fait partie du projet général de l'émancipation. Mais aujourd'hui, après le bilan de la Révolution de 17 et des expériences du XXe siècle, c'est difficile de penser qu'on peut se contenter de ça. En fait, la prise du pouvoir d'État ne résout pas réellement les problèmes de fond de l'émancipation de l'humanité. Et donc il faut travailler à un niveau plus complet, comme d'ailleurs, je reprends cet exemple, comme le faisait Marx, parce que Marx a toujours dit que la révolution économique et sociale, c'était aussi une révolution dans la pensée, c'était aussi une révolution philosophique, c'était aussi une autre philosophie. Il a toujours, mon maître Althusser disait toujours que dans Marx, il y avait deux révolutions, une révolution scientifique qui concernait le matérialisme historique, l'économie, etc., mais aussi une révolution philosophique. Et je pense qu'il faut revenir à cette conviction. Razgovor o komunizmu, političkom sistemu koji je imao zloćudnu istorijsku sudbinu, danas se čini u najmanju ruku deplasiranim. Kako razumeti šta Badiou podrazumeva pod komunizmom? On se ne obraća ni ruskom staljinizmu, ni kineskom maoizmu, nekadašnjim fascinacijama francuskih levih intelektualaca, već francuskom pokretu otpora i negativnom iskustvu Pariskog maja 68. Želi da razvije koncept politike kojoj mi ne moramo da služimo, već koja služi nama. Iza današnjih zvaničnih svetskih zbivanja cirkulišu ideje nove radikalne promene, piše Badiou u komunističkoj hipotezi. En 2009, vous publiez l'hypothèse communiste qui défend l'idée communiste en dépit de l'échec dont vous avez parlé. Donc il y a cet échec du projet et d'expérience communiste. Mais vous restez fidèle à cette hypothèse. Qu'est-ce qui vous attire dans cette idée de communisme? Je pense que ce qui m'attire, c'est tout simplement sa signification première, originelle, celle qu'elle avait dans le manifeste du Parti communiste de Marx, c'est-à-dire l'idée d'une émancipation égalitaire de la société tout entière, surtout l'idée qu'il n'est pas raisonnable d'abandonner le monde à la loi du profit privé. C'est ça. C'est-à-dire que la dictature de la propriété privée, dont on voit quand même encore aujourd'hui les ravages, la concentration du pouvoir réel dans les mains d'une petite oligarchie de financiers, de banquiers et d'hommes politiques à leur service, que tout ça crée un monde qui n'est quand même pas un monde de justice, ni un monde qui a un grand avenir, je ne pense pas. En plus, c'est un monde qui, à tout moment, a besoin aussi de faire la guerre.
le monde capitaliste dominant, ça a été 2 grandes guerres, et nous sommes revenus à la possibilité de la guerre, et d'ailleurs la guerre est toujours là, un peu partout dans le monde. Quand vous regardez notre monde, vous avez des pays ex-communistes, tels que la Russie, la Chine, ou bien les pays de l'Europe de l'Est ex-communistes, qui aspirent au capitalisme. Vous avez les pays très pauvres du monde qui sont fascinés par le capitalisme. Alors d'où vient ce paradoxe? Non, mais la fascination par le capitalisme est évidente. Elle vient que le capitalisme a prouvé sa capacité à développer l'économie selon ses propres paramètres, de telle sorte qu'il a créé des pôles de richesse et de puissance qui évidemment fascinent la terre entière. Ça, c'est comme les enfants quand ils voient des jouets brillants. C'est pas plus que ça. Au fond, c'est la fascination par la marchandise, il faut lui donner son nom. L'endroit où il y a des marchandises, où on peut se procurer ce dont on a envie. Il y a beaucoup de jouets, même pour adultes. On peut jouer avec des machines, des appareils, des voitures, etc. Et je comprends très bien qu'il y a une fascination pour ça, surtout dans un monde où l'autre hypothèse est pratiquement absente ou discréditée. Puisque j'intègre tout à fait l'idée qu'il y a eu un échec de l'entreprise des États socialistes, précisément pour ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le côté subjectif de la chose était tout à fait insuffisant par rapport à la violence de l'action. Ça a toujours fasciné les pauvres, la richesse a toujours fasciné les pauvres, d'un certain point de vue c'est inéluctable, et puis ça fascine aussi les pays qui ont subi, eux, l'échec de l'autre hypothèse, et qui pensent qu'il faut se tourner vers l'hypothèse qui quand même est satisfaisante. Mais ce qui est abandonné là-dedans complètement, c'est l'idée de justice. C'est l'idée de justice, c'est les philosophies de justice est abandonnée. Mais le capitalisme, il n'y a pas de justice. Mais non, il n'y a pas de justice, c'est l'évident. Ça repose sur une injustice foncière, puisque ça admet que les fortunes sont concentrées, et elles le sont de plus en plus, comme vous savez. Même dans la période de la crise, 1% de la population a continué à amasser des profits considérables, pendant que même la 99% qui restait était petit à petit éprouvé et appauvri. Il faut avoir un peu les chiffres en tête. C'est quand même un monde dans lequel 1% des gens possèdent 45% du patrimoine mondial et où 10% possèdent 86% du patrimoine mondial. Les inégalités sont gigantesques. Quand on habite ici, on les voit pas trop, mais si on prend le monde dans son ensemble, ces inégalités sont absolument... et elles sont inadmissibles parce qu'elles sont aussi des inégalités de pouvoir, évidemment. Et d'ailleurs, on voit bien, quand on examine la politique des pays riches, on voit bien que leur politique, ça consiste à défendre leurs privilèges, par tous les moyens, y compris la guerre. Donc je pense que c'est un monde non seulement injuste et de ce point de vue-là inacceptable, mais je voudrais insister sur ce point, c'est aussi un monde instable. Les gens qui pensent que le capitalisme c'est désormais la loi du monde pour toujours, ils se trompent. C'est un monde travaillé par des contradictions très violentes qui vont redevenir, comme au XVIIIe siècle, des contradictions entre grandes puissances. Vous dites que le capitalisme, c'est du banditisme. C'est un mot très fort. Et vous dites qu'il faudrait le détruire. Vous le pensez pour de bon? Mais je pense le capitalisme, si on le prend dans sa définition essentielle, à savoir le fait qu'il donne le pouvoir à un tout petit groupe de gens uniquement parce qu'ils possèdent les moyens de production et la fortune qui va avec. Ce n'est pas un monde acceptable, c'est un monde pathologique. Et absolument. Et comme toute pathologie, il faut, je ne sais pas s'il faut la détruire, mais en tout cas il faut la guérir, c'est sûr. Parce que le capitalisme est une maladie de l'humanité, c'est pas du tout un état raisonnable et normal. Ça n'est un résultat raisonnable et normal aujourd'hui que parce que l'autre hypothèse a pour l'instant échoué. Vous critiquez également la démocratie et vous dites que la démocratie relève de l'opinion autoritaire parce qu'il est quelque sorte interdit de ne pas être démocrate. Ce que l'on voit, c'est que partout où ce système politique existe, il est adossé et appuyé sur un capitalisme triomphant. Il n'y a pas de contre-exemple. Il n'y a pas de contre-exemple, et par conséquent, quand Marx disait que les gouvernements démocratiques sont les fondés de pouvoir du capital, il avait raison, et encore bien plus raison aujourd'hui. On voit même chez nous, où on a élu un président de gauche, il continue exactement la politique de son prédécesseur de droite, parce qu'il n'y a pas le choix.
on doit faire une politique qui consolide les intérêts économiques de la classe dirigeante. On ne peut pas faire autrement. Mais qu'est-ce qui se passe avec la gauche européenne aujourd'hui? Elle a des concepts assez vides, je dirais. Et à qui est destinée votre hypothèse communiste? En réalité, la vision générale de la politique doit être mondiale. À cette échelle-là, je pense qu'il y a 3 points d'appui essentiels futurs. Il y a d'abord un très très considérable prolétariat que j'appelle le prolétariat nomade. C'est-à-dire un prolétariat venu en général des pays pauvres, y compris la Chine d'ailleurs, où il y a des millions et des millions et des millions, des centaines de millions d'ouvriers dans des conditions très très pauvres. La deuxième chose, c'est qu'il faut des intellectuels. Il faut des intellectuels, parce que c'est quand même toujours d'une certaine fusion entre des noyaux intellectuels et des gens du peuple que peut naître une force politique qui est animée par une idée, qui est animée par un projet. Donc il faut créer des noyaux d'intellectuels aussi, mondiaux, etc. Ça c'est un peu ce que j'essaie de faire à mon niveau. Et puis la troisième chose, c'est que je pense qu'on peut rallier quand même une partie, une fraction des classes moyennes, parce qu'elles sont lentement mais certainement paupérisées par la situation de crise du capitalisme. On recommence, j'insiste sur ce point. C'est pas, on ne peut plus continuer comme ont fait les États socialistes. Nous savons que ça a échoué. Donc si on revient à l'idée communiste, il faut recommencer. Naslovom Etika, esej o spoznaji zla, Alain Badiou vraća temu zla u savremenu filozofiju. Tokom proteklih stoleća pravo na to pitanje češće je prisvajala teologija nego filozofija. On sugeriše i podučava kako govoriti o zlu i kako odgovoriti na zlo. Smatra da ga ne treba posmatrati kao nešto izolovano od nas samih, već kao izazov našem osjećanju i hrabrosti za istinu. Vous dites qu'aujourd'hui, le mal, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Qu'est-ce qui est le mal aujourd'hui? Comment le reconnaître? Je pense que le caractère non évident du mal, aujourd'hui, c'est principalement que, c'est une chose dont nous avons parlé avant, c'est principalement qu'il est dissimulé par les prestiges du capitalisme lui-même. Ce mal n'est pas visible, le mal du capitalisme lui-même, que le mal essentiel du monde contemporain, parce que c'est lui qui est la loi du monde. Bien sûr, il y a des situations retardataires, il y a des pays très pauvres où il y a des massacres, il y a des pillages de matières premières, il y a des querelles violentes pour le pétrole, tout ça, il y a les grands conflits impériaux. Tout ça, on peut dire que c'est le mal, effectivement, mais la racine de ce mal, c'est le capitalisme lui-même. Donc, un pays comme les États-Unis déclare ouvertement qu'il représente le bien. Voilà. Ce qui lui donne le droit de faire des expéditions militaires là où il veut, d'intervenir, puisqu'il est le bien. Alors, c'est ça, la difficulté d'identifier le mal, c'est qu'on doit l'identifier cas par cas par rapport à des situations qui peuvent avoir une apparence tout à fait contraire. Par contre, le mal évident, les massacres quelque part, il se voit, mais tout le monde est d'accord pour que c'est le mal, y compris ceux qui, en réalité, sont les oligarchies dirigeantes et tout à fait cyniques et cruelles de ce monde, qui eux sont cachés derrière l'apparence marchande du monde. Et ça, c'est un phénomène que Marx a très bien décrit, il l'appelait le fétichisme de la marchandise. C'est une loi subjective très importante de notre monde, le fétichisme de la marchandise. Et une des fonctions du fétichisme de la marchandise, c'est de dissimuler que le mal est à nos portes, sans que nous soyons capables de le voir. Le mal est à nos portes. Oui, à nos portes. Mais si vous devez donner une définition du mal, vous dites c'est la perversion de la vérité. Alors la perversion, c'est un sens très particulier. Oui, parce que le mal, c'est au fond quelque chose qui se donne comme une vérité ou qui se présente comme une vérité alors qu'il n'en est pas une. Voilà. En fin de compte, c'est ça. C'est-à-dire c'est toujours ce trompe-l'œil de quelque chose qui se donne comme une force, une vertu, un bien, etc., et qui en réalité est une domination, une oppression et une cruauté.
Et c'est toujours ça le vrai mal, parce que c'est celui qui trompe la subjectivité. Au fond, le mal qui ne trompe pas la subjectivité, il est tout à fait visible et il va être combattu comme étant le mal. On va dire, là, c'est tellement affreux qu'il faut intervenir, il faut faire quelque chose. Alors ça, je suis d'accord, mais ce n'est qu'une partie de la question du mal. Dans son essence la plus active et la plus réelle, le mal est dissimulé parce qu'il se présente toujours comme sous les apparences du bien. C'est exactement la politique impériale de l'Occident en général aujourd'hui se présente absolument comme le bien. Et elle peut le faire à cause du fétichisme de la marchandise, sinon elle ne le pourrait pas. Et donc, en ce sens, elle se présente aussi comme la vérité politique. La démocratie, c'est la vérité politique. Donc ce qui se présente comme vérité et qui ne l'est pas, c'est le mal dans une figure de perversion, en effet. Alors, on pourrait dire que le mal, c'est la perversion du vrai, enfin, c'est la maladie perverse du vrai. On dit que la révolution, elle mange ses enfants. Donc, est-ce que la révolution peut engendrer le mal d'une autre manière que le capitalisme ? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord que la révolution peut aussi engendrer le mal. C'est bien pourquoi le concept de révolution est insuffisant. Il est insuffisant pour une raison, au fond, assez claire. C'est que ce qui est très important, c'est pas tellement la révolution, c'est ce qui vient après. Nous savons ça. Parce que la révolution elle-même, elle n'est pas garantie de ce qui vient après. La révolution, c'est la solution d'un problème de pouvoir. C'est briser le pouvoir de l'adversaire et prendre le pouvoir à sa place. Oui, mais pourquoi faire? Ce sont les conséquences de la révolution qui importent beaucoup plus que la révolution elle-même. Et ça, c'est au niveau de ces conséquences que se pose la question du bien et du mal. On peut penser que la révolution est une bonne chose, ça ne garantit absolument pas que ce qui va venir après ne va pas créer des formes de dissimulation du mal sous le bien, comme l'a fait le stalinisme. Quand vous parlez du bien et du mal, vous parlez de la vérité, ou bien de la procédure de la vérité, et vérité, vous la mettez au pluriel. Alors pourquoi au pluriel ? Ah ben parce que je pense qu'il y a des différentes espèces de vérité, il y a des vérités différentes. C'est-à-dire que je pense que l'idée qu'il y a la vérité est en définitive non pas une idée philosophique, mais une idée religieuse dans son origine. La vérité, voilà, il y a une vérité absolue, et en fin de compte, il faut toujours trouver une garantie de cette vérité absolue du côté d'une transcendance, du côté de quelque chose de supérieur à l'existence et à l'expérience humaine. Ce que je pense, c'est qu'il y a par contre des vérités. Comme vous savez, je propose de dire qu'il y a 4 genres de vérités différentes. Il y a les vérités scientifiques, bon, c'est les plus banalement reconnues. Il y a les vérités artistiques, c'est-à-dire les intensités artistiques auxquelles on reconnaît une valeur universelle. Et il y a les vérités politiques, c'est-à-dire les politiques qui justement ne sont pas captives du rapport entre la perversion du vrai et leur apparence, qui sont fidèles à leurs principes, d'une certaine manière. Et puis, il y a les vérités amoureuses, qui sont les vérités qui portent sur le rapport interindividuel. Et en particulier, le rapport sexué, le rapport... Voilà. Les vérités amoureuses sont au fond ce qui fait qui crée des points de vérité sur la possibilité d'expérimenter le monde à 2 et pas simplement à 1. Donc c'est le passage. Il m'est arrivé de dire que l'amour, c'est la forme la plus élémentaire du communisme. C'est le communisme à 2. Mais j'aimerais juste revenir sur cette vérité, ou ces vérités politiques. Quand vous parlez des guerres civiles qui sont un phénomène de notre temps, quelles sont ces vérités? Et vous parlez par exemple de la guerre en ex-Yougoslavie. Oui. De quelle vérité on parle? Je pense qu'il y a de très nombreuses situations qui sont sans vérité. C'est-à-dire, ce sont des situations où s'affrontent des forces dont aucune ne peut prétendre qu'elle incarne une vérité disponible. Écoutez, je pense que la situation en Yougoslavie a combiné 2 crises ou 2 données différentes. La Yougoslavie a d'abord été prise dans la crise mondiale des États socialistes. C'est très frappant que cette crise était vraiment une crise mondiale, puisqu'il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique, il y a eu des pays qui ont rejoint purement et simplement le bloc européen de l'Ouest, il y a eu
une sorte de coup d'État chinois qui a transformé le pays en un pays néo-capitaliste bureaucratique. Donc la crise a été absolument mondiale. Elle a affecté, y compris des zones qu'on pensait un peu dissidentes, comme l'Albanie par exemple, et puis finalement la Yougoslavie. C'est le premier élément, comme si, d'une certaine façon, la Yougoslavie était tenue comme unité depuis la guerre par le Parti communiste, en réalité. Elle avait été rassemblée, tenue, bon. Donc c'était déjà un premier élément de crise. Et puis le deuxième élément de crise, qui lui a des origines lointaines et complexes, c'est une crise nationale. Ça s'est passé avec des guerres civiles, des affrontements, qui ont été à la fois terribles et au fond déréglée parce que ce type de crise, on ne voyait pas comment elle pouvait être réglée autrement, en fin de compte, que comme elle l'a été. C'est-à-dire la dislocation de la Yougoslavie et la réapparition de nationalités différentes. Ce que je pense, moi, c'est que ce n'est pas un grand bien, cette affaire-là, en définitive. Ce n'est pas un grand bien, quoi qu'on pense sur ce qu'était la construction d'avant, puisqu'elle est entrée en crise, elle était probablement arrivée à son terme. Hein. Néanmoins, la situation qui, aujourd'hui, dans le monde contemporain, crée des petits nationalismes séparés, fait principalement le jeu des très grands États. C'est pas demain la veille que les États-Unis vont partir en morceaux, hein, ni la Chine. Donc la création d'un Kosovo, la création de ce sont quand même, à mon avis, des choses qui ont peut-être leur... Parce que vous avez écrit sur le Kosovo. Je ne suis pas convaincu par le caractère juste de tout ça, du séparatisme kosovar, etc. Le Kosovo, c'est aujourd'hui une entité qui est à la fois soumise à l'étranger, le lieu de trafic épouvantable, et d'une construction politique complètement corrompue. Donc c'est un résultat qu'on ne peut pas porter au ciel comme quelque chose, comme une libération formidable. Alors, je pense que la Yougoslavie a donné les premiers exemples de situations dans lesquelles savoir où est le bien, c'est une affaire très compliquée et très difficile. Dok se mnogi pitaju čemu danas filozofija, Badiou u svakodnevici vidi mnoštvo izazova koje prizivaju. Isto je i sa iskustvom ljubavi, koje je Platon, koga Badiou sledi, vezao za istinu i mudrost i tako filozofiji udahnuo istinski život. Badiou vraća stari sjaj simbiozi ljubavi i filozofije. Žestoko se bori protiv diskvalifikacije ljubavi u ime realnosti i seksualne želje. Slučajna i nepredvidiva forma susreta, kao i izjave ljubavi, su ono što toj emociji daje magiju. I za filozofiju je potrebno dvoje. Oboje, i ljubav i filozofija, suočavaju se sa onim teško izrecivim, beleži Badiou u pohvali ljubavi. Alors, quand vous parlez de philosophie et de philosophe, vous dites qu'un philosophe doit être savant, artiste, militant et amant. Oui. Alors, j'aimerais parler du philosophe amant, ce que vous faites dans votre livre L'éloge de l'amour. Alors, c'est quoi un philosophe amant? Un philosophe amant, c'est un philosophe qui a l'expérience de l'amour, voilà. C'est très simple, c'est une donnée tout à fait empirique. Je pense que... Quand je dis qu'un philosophe doit être ces quatre choses, je me réfère donc à ce dont j'ai déjà dit un mot tout à l'heure, c'est-à-dire les quatre grands genres de vérité, c'est-à-dire l'art, la politique, la science et l'amour. Et je me dis que le philosophe doit être quand même capable d'être proche dans sa vie propre, dans sa pensée propre, de ces quatre genres de vérité. Et si après tout, le but de la philosophie est de clarifier la question des vérités, il faut quand même que le philosophe soit aussi proche que possible d'une expérience effective, réelle, concrète, de ce que sont ces vérités. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il ait un minimum de culture scientifique. D'ailleurs, dans l'histoire de la philosophie, les grands philosophes ont toujours eu, de Platon à Husserl, ont toujours eu cette expérience scientifique. Je pense qu'il faut qu'il ait quand même une sensibilité artistique, qu'il ne soit pas quelqu'un d'insensible aux manifestations de l'art contemporain.
je pense qu'il faut qu'il ait un engagement politique, et je pense qu'il faut qu'il ait un engagement amoureux aussi, voilà. Vous dites qu'aujourd'hui l'amour, il est menacé. Oui. Par quoi il est menacé et pourquoi il faudrait le réinventer, comme le disait Rimbaud? Eh bien, je pense qu'il est menacé de deux façons différentes. Il est menacé, d'une part, par l'ambiance, en quelque sorte capitaliste, dans laquelle il se trouve, sous la forme particulière que ce qui domine aujourd'hui, c'est l'individualisme égoïste. L'individualisme égoïste, il a des rapports compliqués avec l'amour. Parce que dans l'amour, vous devez quand même sacrifier une partie de l'égoïsme, parce que vous acceptez qu'un autre soit entièrement présent dans votre propre existence. Et donc, il y a toujours eu une tension entre l'égoïsme et l'amour vrai, l'amour authentique, qui donne comme tendance moderne la recherche de la sécurité dans l'amour. Alors c'est pour ça qu'on va d'abord chercher sur Internet des gens qui sont comme vous, voilà, avec lesquels il y a le moins de contradictions possible. Vous allez organiser votre choix à l'avance au lieu de vous confier au hasard des rencontres, etc. Et puis une ambiance un peu contractuelle comme ça. C'est-à-dire, mes avantages dans l'amour doivent être les mêmes que les tiens. Voilà, une conception formelle de l'égalité, des satisfactions et des risques. Ma jouissance doit aussi exister comme la tienne, etc. Ça menace l'amour parce que l'amour a besoin d'un côté aventureux. Il a besoin du hasard, il a besoin de la chance, il a besoin de l'événement, quoi. Il a besoin de la force de l'événement. Il ne peut pas être calculé entièrement à l'avance sans être menacé au fond, d'une nouvelle forme du mariage arrangé. Au lieu que ce soit les parents qui arrangent le mariage pour le profit, c'est les deux partenaires qui arrangent le mariage pour commodité, confort, sécurité, etc. Ça, c'est la première menace. Puis de l'autre côté, il est menacé du coup par le scepticisme amoureux qui, dans le monde moderne, prend la forme de l'idée que ce qui compte, c'est l'hédonisme sexuel, finalement. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le libertinage. Ce qui compte, c'est la sexualité libre, les expériences, etc. Donc on peut dire que d'un côté, on aurait le bon contrat capitaliste, et puis de l'autre, l'anarchie libertine. Dans les deux cas, je pense que l'amour est évacué, l'amour dans ce qu'il a, dans sa tension, dans sa vérité, en réalité. Et il a l'air de quoi, un philosophe amoureux? Il est comment? Bon, le philosophe amoureux, vous savez, c'est une figure un peu paradoxale, parce que dans la tradition philosophique, l'amour est toujours considéré comme ce qui met en défaut le philosophe. Par exemple, dans le théâtre classique, même chez Marivaux, on a le personnage du philosophe amoureux est un personnage plutôt comique quand même, parce que c'est comme si l'amour mettait en défaut son principe de sagesse, de vie ordonnée, etc. Il veut la vie ordonnée, il veut la sagesse, puis il rencontre une femme, et puis il devient tout le contraire. Il devient jaloux, inquiet, nerveux, insatisfait, etc. Donc philosophe amoureux, moi ce que je propose de dire, c'est que ça, c'est une vision qui, au fond, conçoit de façon erronée la sagesse philosophique, c'est qu'il la conçoit justement comme une sécurité. Or moi, je pense que toutes les grandes philosophies proposent une vie, non pas sous le signe de la sécurité, mais sous le signe du risque vrai, ou du risque des vérités, on peut appeler comme ça. S'engager dans la vérité, c'est jamais quelque chose qui est sans risque. Et pour l'amour, ce serait la même chose. Donc je réconcilierais le philosophe et l'amour en disant que, en effet, il doit prendre le risque amoureux, non pas comme le contraire de sa sagesse, mais comme une partie de sa sagesse, une sagesse risquée. Alors, mais de quelle manière un philosophe déclare-t-il l'amour à une femme? Ah ça, alors là, à la manière dont il estime qu'elle va le conduire au succès, comme tout le monde. Et peut-être même va-t-il utiliser le prestige de la philosophie comme arme de séduction, ce qui est une petite corruption. C'est une petite corruption. Enfin, on peut pas vouloir que le philosophe soit un amant, se lance dans l'expérience de l'amour et qu'il n'en paie pas le prix. Alors, le prix habituellement prononcé, c'est que ça va déséquilibrer sa sagesse. Moi, je dirais plutôt que le risque pris, c'est plutôt qu'il mette sa philosophie au service de l'amour. Alors que, en réalité, c'est
l'amour est une condition de la philosophie, mais il ne faut pas trop mettre la philosophie au service de l'amour, ce qui est quand même une tentation, parce que dans l'histoire, déjà, plusieurs philosophes ont montré que la question de l'amour, que leur prestige philosophique, ils en faisaient aussi une arme de séduction. Nietzsche, il dit que la philosophie est la biographie du philosophe, de son auteur. Alors, c'est un peu vrai et c'est faux. C'est-à-dire c'est la biographie de son auteur, mais tirée autant que faire se peut vers une transmission universelle. C'est extraire de votre biographie des expériences ou des éléments qui sont tels que vous allez pouvoir les proposer ou les penser ou les disposer comme tout à fait communicables aux autres. Donc c'est pas un roman, la philosophie. Parce que le vrai art qui parle de la biographie de son auteur, c'est le roman. Le roman est toujours autobiographique d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pas un roman, la philosophie, c'est une biographie, mais c'est une biographie selon une espèce de grille ou de filtre qui essaie de retenir dans une vie ce qu'elle a d'universel. C'est-à-dire finalement quand même le rapport qu'elle a pu avoir aux vérités.